Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Solène, bonjour et bienvenue pour la deuxième fois sur le podcast. Salut Florence. Est-ce que pour démarrer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là il y a 5 ans, la première fois que tu es venue, je mettrai l'ancien épisode dans la description de cet épisode, mais est-ce que pour ces personnes-là qui sont arrivées en cours de route, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît ? Oui, alors déjà 5 ans, tu vois, quand tu m'as envoyé l'invitation, je me suis dit, alors attends, j'étais où il y a 5 ans ? Et tu sais, d'un coup, j'ai eu un peu la vision du visage du père Fouras. J'avais l'impression qu'il s'était passé 4 siècles. Et ouais, du coup, depuis 5 ans, il s'est passé énormément de choses. Mais dans les constantes, je suis toujours savonnière. Je suis toujours cofondatrice de la savonnerie Ciment. On fait toujours des savons saponifiés à froid, artisanaux, jolis. Donc ça c'est un petit peu ce qui nous caractérise, c'est que on a mis au point un système qui permet d'obtenir des motifs qui ressemblent à des carreaux de ciment dans des savons. Donc ça en fait un objet très décoratif. Et voilà quoi, grosso modo dans l'ensemble pour les gens qui découvrent ce que je fais et ce que je faisais il y a 5 ans et aujourd'hui j'en suis là, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les deux. J'imagine, sachant qu'il y a du coup avant ça, avant que moi je t'interviewe, tu étais prof d'espagnol. Absolument, j'étais prof d'espagnol, j'enseignais en région parisienne au lycée de Saint-Cloud et ça faisait 14 ans à peu près. Parce qu'il y a eu une période où j'enseignais et je montais mon entreprise en même temps. Je crois qu'il y a eu 2 ans. J'ai fait 2 ans avec les 2 activités en concomitance. Et voilà. Et voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me souviens que la première interview, tu m'avais fait mourir de rire parce que t'arrêtais pas de dire des trucs drôles, volontairement ou malgré toi, je ne sais pas. Mais là, déjà, en 5 secondes, t'as parlé du père Fouras. Je me suis dit, on va encore bien se marrer aujourd'hui. Mais tu vois, je pense que les élèves, ils se disaient ça aussi. Et peut-être que ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai changé de métier. Parce que, en fait, en classe, quand ça se passait bien, c'était peut-être des fois un peu trop la rigolade. Et quand, je sais pas, quand les élèves riaient pas à mes blagues, j'étais vexée, j'en sais rien. Du coup, j'ai dit, si c'est ça, je change de travail. Ça va, là, t'as un bon public avec moi parce que moi, j'aime bien rire. C'est une très bonne chose de rire quand même. Je pense, il paraît que ça fait gagner des années de vie. Ouais, tu vois, t'as vu, j'ai 150 ans. Tu les fais pas. Sur ces 5 dernières années de vie, et non ces 150 dernières années de vie, qu'est-ce qui a changé professionnellement, mais si jamais il y a eu des gros changements perso que tu as envie de partager et qui ont un impact sur le pro, tu peux aussi, bien évidemment, tout n'est pas entièrement séparé, mais que ce soit à la fois de façon positive, peut-être aussi de façon négative, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, et ou peut-être juste de façon factuelle, des trucs qui ont changé, qui sont ni bien ni mal, mais que voilà, fallait changer, donc ça a changé. Alors, je vais tenter d'organiser ma réponse parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans ce qui a changé de façon factuelle, déjà j'ai changé de local. Il y a 5 ans, on avait 2 lieux de fabrication et de vente, une boutique atelier à Paris et une autre à Bordeaux. Depuis, on a fermé les 2 boutiques. On a eu un laboratoire qui était vraiment orienté que sur la production et plus du tout sur la vente en direct et ni les ateliers. On faisait des ateliers, on accueillait les gens à découvrir la saponification à froid et tout. Et on vient juste là de déménager dans un nouveau local. Et ce nouveau local, il a une particularité fort intéressante qui impacte beaucoup ma vie personnelle, c'est que je peux m'y rendre à pied. Ça fait partie des choses qui ont changé factuellement. Dans le
disons, les plus grosses turbulences qui ont eu lieu depuis 5 ans, il y a du positif et du négatif. Pourquoi on a fermé ces 2 lieux? C'est parce que la situation financière de l'entreprise l'exigeait. On se rendait compte que le modèle qu'on avait imaginé et auquel on avait rêvé, malheureusement, il se confrontait à la dure réalité économique et que il fallait absolument qu'on opère un virage stratégique. Et quand tu réduis comme ça la voilure, concrètement, ça veut dire se séparer aussi de personnes avec qui tu travailles. Ça veut dire faire des coupes dans ton budget, ça veut dire serrer la ceinture, et ça c'est pas facile, même si c'est nécessaire et que aujourd'hui la savonnerie existe toujours, on a plein de projets super chouettes et on va de l'avant et c'est trop bien, mais on est passé par des phases qui étaient franchement difficiles quoi. Mais tu vas voir qu'à la fin c'est un peu ce que je retiens de cette période et de ces péripéties, c'est que une fois que tu as vécu certaines difficultés, tu te rends compte que finalement pas grand-chose est insurmontable. C'est vrai. Du moment qu'il n'y a pas de drame humain. Non mais c'est vrai. Donc en fait, tu sais, en disant ça, j'ai l'impression encore une fois d'être la vieille sage qui dit les trucs qu'on a entendus dans 1000 films. Mais c'était 150 ans d'expérience de vie. Ça. C'est ça. Mais quand tu le vis réellement, tu te rends compte que c'est un vrai truc. Donc, pour être très factuel, nous, on a fermé nos boutiques en 2023. En 2024, on a mis l'entreprise en redressement judiciaire. Ah ouais. Le redressement judiciaire s'est terminé à l'été 2025. Il s'est conclu par une liquidation. Et le groupe d'actionnaires qui nous accompagnait, plus 3 autres, ont rejoint, on va dire, une chaloupe de sauvetage. Ok. Et c'est une métaphore très titanique. Hein. Et ont repris, en fait, la savonnerie à la barre du tribunal. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient au projet profondément et que, si tu veux, les stratégies qu'on avait tenté de mettre en place avant, elles se sont révélées être compliquées à réaliser, mais en reprenant une deuxième version, une deuxième mouture, si tu veux, de l'entreprise au niveau juridique, ils étaient, et moi aussi, persuadés que le produit il valait tellement le coup que y avait encore de beaux jours devant cette aventure entrepreneuriale, en revoyant évidemment la stratégie et en remettant tout à plat, quoi. Donc ça, en fait, c'est vrai que quand tu passes par cette étape-là en tant qu'entreprise, c'est un peu comme mourir et revivre de tes cendres, en fait. Je pense qu'il y a 5 ans, on m'aurait dit, il y a ça qui va arriver devant toi. Je me serais dit, non, mais c'est insurmontable, c'est pas possible. Je sais même pas quoi penser, quoi faire et quoi dire. Et puis en fait c'est comme tout, hein, les choses arrivent petit à petit. Oui. À un moment donné il y a une décision à prendre, à un moment donné t'as un rendez-vous au tribunal, à un moment donné t'y vas, et puis en fait tout ce qui te faisait tellement peur avant de te lancer, c'est-à-dire le pire qui puisse arriver, c'est ça. Encore une fois, toute mesure gardée, il n'y a pas de drame humain et tout. Mais au point de vue entrepreneurial, c'est en fait tous les gens qui veulent pas que tu te lances, ils te disent et si jamais ça échouait, oui. tu te vois au tribunal, tu sais. Et moi j'y suis allée. J'ai vu ce que c'était et j'ai vu que c'était pas forcément un point final. Oui. Ça peut l'être. Je veux dire, ça peut l'être et ça peut être très OK que ça le soit aussi, hein. Oui. Tu vois, ouvrir une boîte, lancer, tenter une aventure, la fermer, terminer, passer à autre chose, oui, ça arrive. C'est un chapitre, hein. Enfin, je veux dire. Et puis là, nous, c'est ce qui s'est passé et on a décidé d'ouvrir un deuxième chapitre avec les mêmes ingrédients que ceux de base parce qu'on y croit dur comme fer et que en plus il se passe des trucs chouettes, c'est-à-dire que t'as la réalité, on va dire, de la rentabilité de ta boîte. Et c'est compliqué de mettre un point final quand tu vois que en même temps t'as des commandes qui arrivent, t'as des projets qui arrivent, t'as des trucs chouettes qui arrivent. Je pense que c'est aussi ce qui a fait que l'offre des repreneurs a été acceptée, c'est que au tribunal, au moment de statuer, ils ont vu que ce qu'on proposait était viable et qu'il y avait des belles perspectives et qu'en fait ils avaient juste envie que
eux aussi, les juges, ils avaient envie que ça fonctionne. En vrai, c'était assez touchant, en fait. C'est marrant, hein. Je savais même pas, tu vois, que vous en étiez arrivé là. Pourtant, je vous suis sur Insta et votre communication est toujours magnifique. Déjà, le fait d'avoir des beaux savons, forcément, ça rend tout très beau, quoi. Tout était tout le temps beau et rose, finalement. Et tu vois, j'aurais pas imaginé que vous êtes retrouvés dans cette situation-là et que ça a dû être super stressant, en fait. Bah oui, ça a été super stressant. Après, évidemment, t'as la communication Ah bah oui. de ta marque. Quand t'es une marque de savon, bah oui, bien sûr, c'est très lissé, c'est très instagrammé, et c'est tout ça à la fois, et c'est nécessaire. Ça fait aussi, c'est aussi ça que les gens ils ont envie de voir, tu sais, quand ils sont en train de rentrer du boulot dans leur métro là, et que j'y vais plus, et que et que ils ont envie de se faire plaisir avec des jolies choses. Bon bah voilà, c'est ça aussi qu'on propose. Maintenant, t'as la réalité derrière la jolie image très lisse, et c'est la vraie vie. Donc il y a des moments difficiles, il y a des moments de grâce, il y a des moments où tu te remets de tes difficultés, il y a des moments où tu surmontes des trucs, et ça en fait c'est très beau aussi. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que tout est beau et lisse et rose que les vraies aspérités de la vie, tu vois, ont moins de valeur. Mais en réalité, évidemment que dans ta com et dans ton image, tu vas trier un peu quand même. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ça, j'imagine que c'est le fameux gros iceberg dont tu m'as parlé hors micro. T'étais déjà sur une métaphore Titanic avant même qu'on enregistre. Donc ça, c'était le gros point négatif. Bah, c'était la grosse difficulté. Ouais. Ok. C'était la grosse difficulté, et tu vois, dans la métaphore de l'iceberg, t'as ce truc de c'est bien ce que je pense que je vois là à l'horizon. Ouais. Ah bah attends, on va essayer, vas-y, barre à tribord toute. Et t'as beau faire le truc, bah ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, ça se rapproche, c'est énorme et c'est trop tard. Ouais, et c'est trop tard, et ça va vite et ça va pas vite à la fois. Ouais. Mais du coup, petit rafio de sauvetage dans votre cas. Ouais, super rafio de sauvetage, puisque à ce moment-là, moi je me suis retrouvée quand même assez entourée. Dans mon board d'actionnaires, j'ai eu la chance d'avoir des personnes avec des compétences variées, qui ont su être présentes au moment où il fallait, et que du coup maintenant on est toujours là, et on a plein de projets hyper intéressants. Alors tu vois, on parlait de virage stratégique tout à l'heure. C'est vrai que nous maintenant on bosse beaucoup plus avec le B2B, donc les professionnels, pour notamment faire des savons personnalisés. Enfin, ça nous ouvre des perspectives hyper intéressantes, et puis moi qui ont vachement de sens même par rapport à ma formation de prof, puisque cet hiver on a fait une collab avec la BNF. Ah, trop bien. Ouais, donc avec des acteurs du culturel avec qui ça matche très très bien, parce que la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, avait fait une expo sur les nabis cet hiver. Ouais. Qui est un mouvement artistique, bref, avec des artistes qui font des œuvres super chouettes et intéressantes et qui me plaisent beaucoup, et dont Félix Vallotton, qui est un graveur en fait. C'est surtout de la gravure, illustration, peintre et tout, mais là en l'occurrence on a utilisé 2 gravures à lui pour illustrer des coffrets de savon, et on a créé les savons qui pouvaient être utilisés par les personnages qui sont sur les gravures, qui sont des femmes un peu alanguies comme ça, un peu paresseuses, un peu au bain et tout. Et dans le motif, si tu veux, il y a des choses qu'on a reprises dans le savon. Pour moi qui crée les designs des savons, c'est un terrain de jeu génialissime. Moi, je me souviens, celui qui m'avait marqué esthétiquement, vous aviez fait, je sais plus avec qui était la collaboration, mais les savons, c'était comme des arlequins, tu sais, c'était plein de petits losanges de toutes les couleurs, là. Ouais, ça c'était la Comédie Française. Ah ouais, ils étaient trop beaux, ceux-là. Oui, bah ils sont toujours beaux, tu sais, ils existent toujours. Il y en a toujours ? Ouais, ils sont toujours en vente à la boutique de la Comédie Française, et puis mon petit doigt me dit que les sociétaires de la Comédie Française les utilisent pour se laver. Donc ça fait toujours un peu plaisir quand même. Bah oui. Mais je pense que cette collab avec la Comédie Française, elle nous a ouvert des portes dans le monde du culturel.
Là, tu vois, la collab avec la BNF, tout ça, c'est assez lié. On vient de faire aussi une collab avec un théâtre à Versailles qui s'appelle le Théâtre Montansier. Il y en a une qui est en cours, là, qui est en préparation. Je dis rien, mais c'est pour une très très belle institution. On est hyper contents et on a trop hâte de montrer. Trop cool. Du coup, il y a et un iceberg contourné et des belles choses. Ouais, tout à fait. D'avoir affronté l'iceberg, ça te permet de relativiser mais tellement de choses et de voir qu'il y a quand même encore plein de belles choses qui arrivent à l'horizon, ça te donne vachement de force. Mais ça montre aussi, je trouve, et ta situation le montre très bien, c'est que être bien entouré, que ce soit pendant sa reconversion ou après, même en fait dans la vie de manière générale, quand t'es bien entouré, que t'es soutenu, que t'as des personnes qui sont là pour toi, vers qui te tourner, etc., ben, les difficultés sont effectivement un peu plus surmontables, même si elles restent pas agréables, que quand t'es tout seul, en fait. Ah bah quand t'es tout seul ou quand dans ta vie personnelle il y a des choses en plus à gérer. Tu vois, moi, côté personnel, depuis 5 ans, ma vie personnelle, elle est d'une stabilité et d'une solidité parfaite. C'est trop bien. Je veux dire, j'ai pas eu un nouvel enfant, j'ai pas perdu quelqu'un de proche, je me suis pas séparée, j'ai pas eu de déménagement, j'ai pas eu de trucs un peu chauds comme ça à gérer, même tu vois, même un déménagement en vrai en soi tu te dis bon bah c'est pas ça va, il y a plein de gens qui déménagent. Moi je suis fille de militaire, déménager tous les 2 ans, c'était toute mon enfance et mon adolescence, ça va. Ouais, mais quand en même temps t'as à gérer des trucs au quotidien qui sont quand même touchy, t'as vraiment pas besoin de te rajouter quoi que ce soit de tricky à côté, quoi. Ouais, bah, je suis assez d'accord puisque je suis en phase de quasi-déménagement en même temps que j'étais en train de créer un gros programme autour de la reconversion pour la rentrée et tout va arriver en même temps, donc je suis stressée, je sais pas comment je vais faire, donc je fais l'autruche et je me dis j'avance sur chaque truc et je fais comme s'ils allaient pas tous arriver en même temps et j'attends de voir s'il y a pas le destin qui va changer une des dates. Voilà. Non, mais c'est une très bonne stratégie. J'ai un bon karma, j'y crois. En fait, tu vois, t'as 2 façons de le voir. Soit c'est l'autruche, soit c'est le karma. Bah, vas-y, le karma, c'est très bien. Ouais, j'ai l'impression d'être un petit peu sur les deux, là. Bon, on verra ce que ça donne. Mais oui, je sais que j'avais lu des statistiques. Les déménagements, ça fait partie des choses les plus stressantes dans une vie, avec le deuil, la séparation... Et je crois que c'était le changement d'emploi, un truc comme ça. Ah ouais. Et il doit y avoir la naissance d'un enfant, à mon avis, quelque part dans le tas, parce que ça doit être un petit tsunami, oui. Aussi. Mais ouais, ça fait partie des gros trucs, même si parfois c'est volontaire. Dans mon cas, c'est volontaire. Bah, il n'empêche que c'est une organisation, une gestion, des rendez-vous, de la préparation, des trucs à caler. Enfin, voilà. Donc en tout cas, contente que de ton côté, ce soit bien stable, parce que c'est vrai que si t'avais eu d'autres trucs un peu complexes à gérer en même temps, ça aurait été plus compliqué, forcément. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, il y a dans les choses, tu vois, qu'on citait, un déménagement, l'arrivée d'un enfant, c'est pas forcément des trucs négatifs. Ah non, c'est juste des trucs. Oui. Gros. Ah oui, clairement. Et puis des choses que, bon, parfois tu prévois, mais je sais pas, la maladie d'un proche, par exemple, non seulement c'est négatif, mais en plus tu l'as pas prévu. Enfin, c'est pas volontaire. Donc, et comment tu le gères? Puis il y a des trucs, tu vois, un déménagement, ça te prend du temps, de l'énergie et de la charge mentale, parce qu'il y a des choses à mettre en place, à préparer, etc. Quand t'as un proche qui est malade, à la fois t'as de la charge mentale et à la fois tu peux rien y faire, quoi. Enfin, donc tu peux même pas, je sais pas, t'occuper en avançant dans des tâches pour que ça passe et qu'il y ait une issue positive, puisque c'est pas toi qui décideras à la fin. Du coup, je pense que bon, voilà, c'est des choses qui, effectivement, ne se choisissent pas, mais je le disais dans un des épisodes récemment enregistrés, mais c'est pas parce que t'es en train de te reconvertir ou de monter un gros projet ou quoi que ta vie, elle se met en pause, quoi. Si t'es plutôt chanceux, c'est statu quo, mais si c'est pas le cas... Ouais, c'est ça. Après, tu vois, il y a peut-être aussi des trucs que stratégiquement, tu peux essayer de prévoir, tu vois. Tu peux aussi essayer un peu de provoquer ta chance. C'est vrai que si dans ton parcours de reconversion, t'es à un stade de ta vie où tu peux plus blairer ton métier, tu peux plus blairer les parents, tu peux plus blairer les élèves, tu peux plus blairer l'administration, et que t'es pas dans un moment de ta vie où il peut y avoir des gros remous de type familial, organisationnel, etc. C'est peut-être le bon moment. Oui.
Alors que si justement t'es dans une phase de ta vie où tu sens qu'il peut y avoir des choses qui vont compliquer le projet, peut-être tu peux te dire ok, je tiens encore 2 ans et puis là ce sera plus simple et puis ça te sécurise aussi. C'est ça, pour pas se mettre en danger, ouais. Mm. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter à ta liste de positifs, négatifs ou concrets? Ouais, alors dans les trucs que j'ai ajoutés à ma vie depuis 5 ans et qui, je pense, m'ont aidé aussi à traverser ces zones de turbulence, il y a le yoga. Ok, donc ça marche vraiment. Bah écoute, ouais. Je faisais aucune activité sportive, tu sais, je faisais partie de ces élèves en cours de PS que les équipes choisissaient en dernier. Ah oui. Tu vois, c'était moi. Quand il fallait faire du saut à l'élastique, enfin pas du saut à l'élastique, mais du saut en hauteur avec un élastique au tout mou. milieu, oui. Tu vois, je faisais des refus d'obstacles. Ouais. Donc autant te dire que le sport et moi, ça fait vraiment deux. La discipline, la régularité, la motivation, tout ça pour moi, c'est des gros mots. Et le yoga, ça m'a vachement parlé. J'ai fait une séance un jour pour tester, et puis en fait, je me suis dit mais c'est génial, ça fait marcher mes muscles et je suis pas essoufflée. J'ai pas l'impression d'être nulle, de pas arriver à faire le truc. C'est vraiment chacun son rythme et tout. Et du coup, j'ai ajouté ça dans ma vie et ça m'a apporté vachement d'équilibre et j'ai trouvé ça hyper valorisant parce que d'un coup, j'arrivais à faire des trucs de dingue que j'aurais jamais cru avec mon corps, cet outil qu'on a en un seul exemplaire. Et donc, ça, je pense que c'est un truc quand même qui a joué son rôle. Et puis le théâtre. Je me suis inscrite au théâtre, je fais partie d'une troupe amateur dans ma ville et tous les lundis j'ai théâtre avec ma bande et j'adore et vraiment ça me permet à la fois de décharger de l'énergie des trucs qui se sont accumulés pendant la semaine, qui peuvent me stresser, qui peuvent m'apporter du doute, des trucs, des émotions pas évidente et tout, et à la fois ça me réénergise pour la semaine et c'est trop bien, j'adore. C'est génial. Franchement, sur le sport, tu vois, je te rejoins. Enfin, l'activité physique, quelle qu'elle soit, moi, c'est un non négociable maintenant dans mon planning. Je le mets dans mon planning de travail, pour être sûr, avec des heures. Comme ça, je suis sûre que je le rate pas, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les moments où dans le boulot, ça devient compliqué parce que je suis surchargée ou stressée ou quoi que ce soit, si je fais sauter le sport, ça commence à empiéter sur ma vie privée. Alors que si je garde le sport, de toute façon, au travail, si je suis sous l'eau, c'est pas une demi-heure de plus, une demi-heure de moins qui va changer, c'est des jours entiers qu'il me faudrait, donc ça change pas grand-chose, donc je fais quand même mon sport, donc j'arrive à maintenir, on va dire, sur la durée, donc sur ça, je te rejoins grave, et le théâtre, c'est un truc qui me rend hyper curieuse. Je sais pas, est-ce que je serais capable de faire ou pas? Est-ce que je serais bonne ou pas? Est-ce que j'aimerais ou pas? Genre, c'est un énorme point d'interrogation pour moi, mais un jour, je serais curieuse de tester juste pour savoir. Mais ce que tu dis là, c'est quelque chose que j'entends souvent, qui a vraiment ce côté mi-décharge, mi-recharge, qui fait vraiment du bien. Et je pense que d'avoir associé les deux, toi, dans ta routine, effectivement, par rapport à ce que tu as traversé côté pro, ça a dû être une grosse béquille pour continuer d'avancer, quoi. Ouais, et puis autant le yoga, c'est très solitaire, et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a ce truc de vas-y, si je fais mal, de toute façon il y a personne qui est là pour me juger, j'en ai rien à foutre. Et et le théâtre, c'est t'as cette dimension collective de troupe qui aussi est super intéressante dans ce truc de se fondre aussi dans un collectif. Oui. T'es à la fois porté par les autres, tu portes les autres, t'es moins importante en tant que individu. Et c'est hyper reposant. Et à la fois, t'es la pierre à l'édifice de ta troupe de théâtre, aussi indispensable que toutes les autres. Exactement. Et ça, enfin, moi, je trouve que même philosophiquement, je trouve ça hyper positif, intéressant, rassurant. Ça redonne de l'espoir. Moi, il y a des fois, je me dis, vas-y, là, le monde va trop mal. Je vais au théâtre et je me dis, ah non, il y a quand même des trucs bien. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Et je trouve que c'est vraiment la preuve que une reconversion ou même un travail de manière générale, c'est pas juste un travail, il faut le voir vraiment dans une vie et l'envelopper de choses chouettes parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est bien d'avoir des issues de secours en cas de besoin. Ouais, et puis même sans parler d'issue de secours, tu vois, c'est un tout, quoi. Si on comparait ça à une maison, parce que
issue de secours, ça peut faire partie d'une maison, mais attends, il y a aussi juste des fenêtres, des jardinières à la fenêtre, un petit jardin autour. Voilà, ça constitue tout un équilibre qui fait que t'arrives à mener tout ça de front de façon plus ou moins confortable, agréable et vivable en fait. Trop bien. Eh ben écoute, je vais te faire écouter un extrait de une partie de l'échange qu'on a eu il y a 5 ans. Et quand tu as terminé, je te laisse réagir. Ok. Si on compte les heures, je travaille plus maintenant qu'avant. C'est un peu comme la météo avec la température réelle et la température ressentie. C'est-à-dire que moi, quand j'étais prof, j'enseignais 4 heures, j'avais l'impression d'avoir enseigné 15 heures. Ou un paquet de copies, au bout de 5 minutes, entre chaque copie, je regardais mon téléphone quoi, pour voir quelle heure il était, éventuellement pour zoner un peu sur les réseaux sociaux, parce que tellement c'était rébarbatif. Alors que maintenant, la journée de travail, elle passe à toute vitesse. Et pourtant, j'enchaîne les heures. À la fin, je suis hyper crevée. La fatigue, je pense que c'est à peu près comparable, parce que prof, c'est très très crevant aussi, contrairement aux idées reçues. Mais maintenant que je suis savonnière, je perçois plus du tout le temps de la même façon. Ça a changé, je trouve, depuis, parce que à l'époque, on venait d'ouvrir notre boutique à Paris. On était une plus grosse équipe. On avait peut-être aussi ouvert Bordeaux. Donc, moi, j'avais la sensation d'être tout le temps bombardée de questions et de micro-tâches. Et à chaque fois que j'essayais de me poser sur une tâche un peu longue, il y avait toujours un truc, une réu, quelqu'un qui me demandait quelque chose, un incendie à éteindre, un iceberg à éviter, voilà, des trucs dans tous les sens, qui faisait que oui, c'était très très, c'était des journées fatigantes. Je me rappelle aussi que on organisait des ateliers, donc il fallait les animer. Parfois c'était la journée, c'était après la journée de travail. En tant que dirigeante, en fait tu comptes pas trop tes heures et parfois je me retrouvais à animer un atelier à la fin de la journée de boulot. Je rentrais chez moi, il était 22h30, 23h. Parfois c'était le week-end aussi, donc en fait tu t'animes un atelier le samedi. En soi t'as l'impression que c'est que 3 heures à bavarder avec des gens. Mais en vrai, ça veut dire le temps de transport, le temps pour installer, pour nettoyer, pour ceci, pour cela. En fait, à la fin, ta journée, elle est cramée, quoi. Et ton week-end, au lieu d'avoir eu 2 jours de repos après tes 5 jours de travail, et t'as eu un jour de travail en plus et un jour de repos en moins. Et donc ça, c'était au bout d'un moment pas tellement soutenable physiquement et nerveusement. Donc la force des choses a fait qu'on a mis fin aux ateliers, qu'on a réduit l'équipe. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression d'avoir quand même une maîtrise du temps qui est meilleure. Et même si parfois c'est un peu par vague, t'as des fois où t'as l'impression d'être souvent sollicité, et puis d'autres fois où c'est plus cool. Mais ça, plus le fait que je prenne plus les transports en commun, j'ai l'impression d'avoir récupéré, d'avoir gagné de la maîtrise de mon temps. Ouais. Et d'avoir moins ce truc d'épuisement à la fin de la journée. Mais j'ai jamais ressenti cette impression de temps infini face à un paquet de copies. Tu vois? Ah oui. Où tu dis mais ça n'en finira jamais. Ouais. Et où vraiment t'as une espèce d'ennui et de lassitude et d'épuisement face à la tâche que je ressentais fort quand j'étais prof, et pas du tout face aux règles, face aux tâches même les plus rébarbatives de mon métier de maintenant, parce que j'en ai des tâches rébarbatives, faut pas croire. C'est sûr. Je fais pas que des petits savons tout mignons toute la journée, il y a aussi de l'admin, il y a aussi du réglementaire, il y a aussi des trucs franchement pas très très passionnant. Mais que tu perçois aussi peut-être différemment, parce que c'est aussi ton entreprise, donc le fait de vouloir faire un truc cool vient avec des obligations, alors que dans l'enseignement, comme tu te voyais peut-être un peu moins à la fin la partie cool,
déjà que c'était pas top dans l'émission centrale, le truc rébarbatif d'à côté, il paraissait encore plus t'envoyer 5 pieds sous terre, je pense, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait un truc aussi de... En fait, là, tu vois, quand je dois faire des déclarations sur le portail européen des cosmétiques. Voilà, exemple. En fait, j'ai l'impression que c'est un exercice. Tu vois, quand j'étais élève, oui. Quand j'étais bonne élève et qu'il fallait faire des petits exercices de conjugaison, j'aimais bien. J'étais la bonne élève au premier rang qui dit « Madame, j'ai fini. Regardez, j'ai bien fait le passé composé accordé comme il faut avec l'auxiliaire avoir. » Bon, et là, c'est un peu pareil. Alors que quand j'étais prof, j'avais l'impression de faire des acrobaties incroyables sur un fil, en faisant de la contorsion et tout, pour que mes cours ils soient intéressants, impactants, bien faits, que les élèves du coup ils apprennent, que je remplisse ma mission de service public. Et en fait, j'arrivais en cours et je voyais que les gars ils avaient même pas apporté un crayon, tu vois. et tu avais cette sensation un peu d'impuissance parfois. Oui, c'était pas donnant, quoi. Ouais, alors que là, bon, y a des tâches à faire, je les fais relou par relou. Oui, tu sais pourquoi tu les fais. Oui. C'est pas la même dynamique du tout, quoi. J'ai fait une petite série de questions, normalement simples, auxquelles tu vas devoir répondre par oui ou par non. Es-tu prête ? Oui. Regrettes-tu d'avoir quitté l'enseignement et ou l'éducation nationale ? Non. Je me doutais un peu de celle-là, je t'avoue. Es-tu fière de l'évolution et de la croissance de Simon, sachant qu'en écrivant la question, je ne connaissais pas l'iceberg ? Du coup, j'ai réfléchi à cette question en me disant « Hey, la réponse est oui ». La réponse est oui, puisqu'on est toujours là, qu'on a plein de perspectives cool, qu'on a, malgré tout ce qu'on a pu traverser, je suis hyper fière du résultat, oui. Trop bien. Tu travailles toujours avec Jérémy ? Non. Non, Jérémy, il a quitté Simon pour monter une autre aventure dans la food. Il fait des légumes affinés. J'adore les profils d'entrepreneurs créatifs qui peuvent faire un truc ou un autre. Tant qu'ils sont à fond, ils sont à fond. Jérémy, c'est ça. Je sais même pas, est-ce que j'ai vu passer cette info ou pas ? Il est parti il y a longtemps ? Il est parti il y a un peu moins de 2 ans. Ok. Tu vois, celle-là, je l'avais posée en me disant, me dire oui. Non. Ah, un peu de surprise, ça fait du bien. Ouais. Non, ça fait partie aussi des choses qui sont arrivées dans cette période-là de turbulence. Tu vois, j'ai traversé ça, pas seule parce qu'il y avait le board d'associés avec moi, mais sans Jérémy, qui soit plus là, c'était un des ingrédients de la difficulté de cette période, ouais. Et aussi de la forme que ça a pris ensuite. T'as des modifications dans ton environnement qui font que tu vois, le départ d'un associé, tu peux te dire oh là là, mais quelle épreuve difficile. Oui, un peu, mais derrière ça veut dire juste attends, on rebat les cartes, ça va être autrement, et à la place ça va être d'autres personnes, et tu vas voir que ensemble vous allez aussi réussir à faire avancer le Exactement. Le oui, donc tu sais que ça va être différent, mais rien ne dit que ça va être moins bien. Ça va juste être différent. Absolument. Bien aussi, autrement bien. Car nous avons tous nos qualités et nos défauts. Merci voilà. Solène. Générique. Je suis à ça de te prendre au mot parce que je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Avant le générique tout de même, autre question. Le statut de chef d'entreprise, est-ce que ça te convient toujours ? Ça me convient. Après, franchement, je cours pas après. Alors, fallait répondre que par oui ou par non. Mais en soi, moi, être la chef, en vrai, je m'en fiche complètement, je crois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire ce que j'aime. Et force est de constater que c'est plus facile quand c'est toi qui décides, évidemment. Exactement. Donc ça, c'est plus un outil, dans le sens où effectivement, ça permet d'aller... Ça permet pas d'aller là où tu veux aller, c'est pas si facile des fois. Tu voudrais bien aller quelque part et t'y arrives pas. Ça te permet de décider là où tu aimerais aller. Là où tu aimerais aller. Et ensuite tu fais ce que tu peux avec
quand même un petit peu plus de moyens pour y arriver. C'est un petit peu plus de poids, on va dire, que une personne qui va être salariée de l'entreprise, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Mais en vrai, ce que tu arrives à faire quand t'es chef d'entreprise, c'est pas ce que t'as envie, c'est ce qui est bon pour l'entreprise. C'est très différent. Oui. Et moi, ce qui m'anime profondément, c'est de créer. Donc en vrai, si je pouvais juste créer et puis avancer, faire mes trucs sans être la chef, ça m'irait aussi, hein, en vrai. Dans les 2 dernières questions, elles sont un peu plus perso. La première, c'est: as-tu conservé ta passion pour le tricot ? Ah oui. Alors ça va, ça vient. Il y a des périodes où je tricote pas du tout pendant des mois, et puis des fois ça me reprend, et puis je tricote 3-4 pulls d'un coup. Alors avant quand je faisais du tricot, parce que tu fais référence au collectif de tricoteuses qu'on avait monté avec des copines quand j'étais prof. On faisait des tricots qui étaient plus dans le mode street art ou pour des installations artistiques et tout, et très peu finalement de tricots utilitaires. Et maintenant, l'âge aidant, je deviens telle la vraie petite mamie dans son rocking chair qui tricote des chaussettes et des pulls. J'adore. Pour avoir bien chaud l'hiver. Le tricot, c'est super. C'est vraiment une super matière. Je recommande. Et puis ça se marie bien avec le savon, en fait. On est en train de travailler sur le développement d'un shampoing solide pour les lainages. Parce que finalement, la laine, c'est du cheveu. C'est du cheveu de mouton. Vu comme ça, oui. Oui, tout à fait. Donc en fait, un shampoing pour nettoyer de la laine, ça a beaucoup de sens, mais il y en a pas beaucoup en solide. Donc comme souvent les personnes qui tricotent, qui sont sensibles à la qualité de la matière qu'elles travaillent, la façon dont les animaux sont traités, la façon dont l'environnement est impacté par cette activité-là, ça a du sens aussi pour elle. C'est vrai. Donc voilà, c'est pas encore sorti, c'est dans les tuyaux. Très bien. Et les tuyaux sont parfois plus longs qu'on ne le croit. Exactement. Et dernière question, est-ce que toi, tu te laves avec des savons ciment ? Bah oui, of course. Bien sûr, je me lave que avec ça en fait. Point. J'ai rien à ajouter. Eh ben, c'est très bien. Je me lave avec mes savons. Ils sont toujours aussi super. Ils lavent toujours la peau sans la décaper et en préservant le film, la barrière naturelle de la peau. Alors ça, j'ai le droit de le dire, mais j'ai pas trop le droit de l'écrire sur mes packaging, mais j'ai plus d'eczéma depuis des années, depuis que j'utilise mon savon. Alors cette étude n'est pas une étude faite sur un panel c'est fait sur toi. Et ça ne peut donc pas être un claim officiel mais sur une étude de moi-même, eh bien je constate que ça fonctionne bien. Et puis en fait moi j'ai la conviction que quand tu veux prendre soin de ta peau, il faut utiliser des produits simples avec des listes d'ingrédients pas extravagantes, de préférence avec des ingrédients que tu comprends, et de préférence avec des produits qui ont été fabriqués par des artisans, peut-être de ta région, peut-être qui font du bien, qui font des choses qui te plaisent, qui te font plaisir, parce qu'il y a un ingrédient qui est quand même super important et qui est pas dans la liste INCI de tes cosmétiques, c'est le plaisir que t'as à les utiliser. Si t'as pas de plaisir à utiliser une crème hydratante, juste tu vas oublier de l'utiliser. Donc t'auras la peau sèche. Oui, alors que vous, voilà. Ils sont tout doux. Ouais, ils sont tout doux et ils sentent bon, ils font bien de la mousse. Ah ouais, ils moussent bien. Et mon copain était content. Parce que, bon, tu sais, mon copain, les savons, les shampoings, machin, il s'en fout un peu en vrai. Quand il a testé la première fois, il était le premier fan. C'est lui qui a passé la commande des 10 savons, là, en début d'année. Hein. Donc, maintenant, il jure par ça. Et moi, j'avais le shampoing. Il est de couleur... Tu sais, c'est une forme... un pentagone, un hexagone. Hexagonal. Ouais, voilà, je sais pas combien de côtés il avait. C'est un hexagone. Voilà, bon, maintenant, il est un peu rond, maintenant, parce que je suis rendue à la fin, j'ai plus que des petits bouts. Mais qui est rouge corail. Ouais. Eh ben, il est trop bien. Voilà. Ouais. Les shampoings aussi, c'est vrai qu'en fait, nous,
Ce qu'on essaye de faire, c'est de convaincre que les produits solides peuvent être aussi agréables et sensoriels que les produits liquides auxquels on est habitué depuis fort longtemps, pour que les personnes s'intéressent à d'autres usages des cosmétiques, notamment les cosmétiques solides qui utilisent peu ou pas d'eau, peu ou pas d'emballage, encore moins d'emballage plastique. Et ça, mine de rien, si chacun fait sa petite contribution dans sa salle de bain, tu peux à la fin avoir un impact important sur l'environnement finalement. C'est tout à fait vrai. C'est un peu l'idée. Après mes questions à moi, j'ai questions des auditeurs, et en l'occurrence, c'est questions au pluriel d'une auditrice qui en pose 3. La première, quelle formation professionnelle as-tu suivie en tant qu'indépendante, si tu en as suivi une? Alors je pense qu'elle sous-entend une formation plus côté entrepreneurial, j'imagine. Moi, ça a été vraiment sur le tas. D'ailleurs, peut-être que c'était pas une bonne idée. Peut-être que ça aurait été pas mal de suivre une formation sur l'entrepreneuriat au début. Moi, je me suis plus focus sur la formation vraiment au réglementaire pour la réglementation cosmétique, les bonnes pratiques de fabrication et tout. Parce que en fait, quand tu lances une entreprise de cosmétique, t'as pas de diplôme obligatoire à avoir. Faut juste que si tu te fais contrôler, tu sois capable de montrer que tu respectes les normes. Donc moi, j'ai fait une formation pour cette partie-là. Mais sur la partie entrepreneuriale, j'ai un peu tout fait en apprenant sur le tas. Et j'ai bien appris, j'ai appris beaucoup de choses, vite et tout ce que tu veux. Mais je pense que ça m'aurait peut-être plus sécurisé, moi, de suivre une formation. Parce que, toujours pareil, un peu syndrome de la bonne élève, syndrome de l'imposteur, syndrome de tous ces syndromes-là, tu vois, où tu te dis, mince, tu t'excuses en disant, mince, peut-être qu'on devrait vérifier, peut-être que... Et puis, avec le recul, je me dis, oui, évidemment. Et donc, ça m'aurait peut-être permis d'avoir de meilleurs réflexes et peut-être plus de confiance en moi sur certains sujets aussi, au moins au début. Ok. Et dans la même vibe entrepreneuriale, elle demande quel est ton statut juridique en tant qu'artisane? Alors, je suis en SAS. Okay. J'ai démarré en auto-entrepreneur, mais en tant qu'artisane, il y a une particularité. Contrairement à un métier de service, tu vois, type consultant ou quoi, quand t'es artisane, quel que soit l'artisanat, tu vas avoir des charges en matières premières. Oui. Qui peuvent être non négligeables et qui sont assujetties à la TVA. Et quand t'es auto-entrepreneur, tu récupères pas la TVA. Donc en fait, assez rapidement, un statut de SAS ou après il y a d'autres, SASU, après avoir chacun en fonction de ce qu'il fait, ce qui est plus adapté. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir rapidement récupérer de la TVA sur ton matos, tes matières premières, ce qui fait que t'es un métier artisanal. Ok. Et elle demande aussi si après 5 ans d'artisanat, tu as d'autres envies professionnelles. Ah, eh bien ça c'est intéressant parce que du coup, ouais, forcément, quand tu passes par l'été que j'ai passé l'année dernière, qui était un petit peu un moment de flottement, parce qu'il y a eu, tu sais, le tribunal, il a des vacations. Ok. C'est ce que les gens normaux appellent des vacances. Donc... Ils le disent à l'anglaise en fait. Pour qui ils se prennent. C'est ça, c'est un terme, parce que tout est traduit en termes juridiques. Et en fait, il y a eu une période entre le moment où la liquidation a été prononcée et le moment où la reprise a été prononcée. Il y a eu à peu près une période de 2 mois de suspense insoutenable. Autant te dire que ça, c'était vraiment une période pas évidente pour les nerfs. Et vive le yoga. Et donc, pendant cette période-là, évidemment, fatalement, je me suis posé la question de mais qu'est-ce que je fais si jamais l'offre n'est pas acceptée ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que le suspense, il a quand même duré jusqu'à la dernière minute. En vrai, rien n'était gagné d'avance. Donc, j'ai réfléchi et tout. La conclusion, c'était quand même que ce que je faisais actuellement, c'était ce qui me convenait le mieux. Tu vois ? Donc, cette espèce d'énergie qui m'avait extraite de l'éducation nationale, cette espèce de, tu sais, de sensation de tu te mets à rêver à un autre métier et ça t'anime. Oui. Tu vas sur Internet, tu vas voir, tu regardes, tu tapes.
tu cherches des infos, des sites, des trucs dans tous les sens, et puis t'es là, t'as des étoiles dans les yeux et tout. Moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire que je sais que ce qui m'anime le plus et ce que j'ai le plus envie de faire, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, alors après, t'attends toujours le lendemain qui va t'apporter plus de ceci, plus de cela, plus de stabilité, plus de rêves, plus de prestige, plus de fric, plus de, je sais pas, ce que tu veux. T'as toujours forcément, évidemment, l'envie du step d'après. Mais en tout cas, le truc de oh là là, j'envie tous les autres métiers. Tu prends le bus, tu fais et chauffeur de bus. T'es là, tu fais j'ai même pas le permis. Non, peut-être pas. C'est vrai que quand t'es désespéré, tu peux rêver. Ça a l'air dur, chauffeur de bus en vrai. Mais oui, tu t'envisages tout, tu vois. Ouais. Bah ça, non, moi ça me traverse plus du tout. Alors si demain ça devait s'arrêter et qu'il fallait aller voir ailleurs. Je pense que j'aurais cette curiosité et ce truc de dire ok alors vas-y de quoi je suis capable, qu'est-ce qui pourrait me convenir, si je peux animer une salle de Fort Boyard en tant qu'intermittente du spectacle, franchement c'est stable. Hein. Felindra elle est là depuis super longtemps. Hein. Moi j'adore. Elle tourne la tête des tigres. On arrive au bout de l'épisode et t'as réussi à me faire une boucle autour de Fort Boyard. Non, mais entre ta première et ta dernière réponse, j'en peux plus. Tout est scénarisé, bien sûr. Mais elle tourne des têtes de tigre. Elle tourne des têtes de tigre. C'est pratiquement une fonctionnaire à ce niveau-là, tu vois. Oui, toute sa carrière, elle a tourné des têtes de tigre. Je pense qu'elle ne tourne pas assez de têtes de tigre pour n'avoir que cet emploi. Parce que quand t'es intermittent du spectacle, il te faut un certain nombre d'heures pour valider ton statut. Et du coup, soit c'est un CDD de tournage de têtes de tigre... Soit si elle est intermittente, elle fait forcément d'autres heures ailleurs, je pense. Mais tu sais quoi, tu m'as donné envie de chercher. Elle fait quoi d'autre ? Je sais pas. Bah oui, parce que du coup, ça veut dire qu'elle fait d'autres trucs et dans ses autres tafs, elle arrive et elle dit bonjour. Je m'appelle Felindra. C'est peut-être même pas son vrai prénom. Tu vois, les collègues. Ah ouais, il y a des chances que ce soit pas son vrai prénom. Tu sais quoi, j'ouvre une petite page internet. Elle s'appellerait Monique Anjon. Dompteuse, actrice, animatrice de télévision française. Ce serait elle, Felindra ? Elle est principalement connue pour tenir le rôle de la dresseuse des tigres Felindra dans Fort Boyard depuis la 2e saison de l'émission D'où Jésus en 1991. J'étais même pas née. C'est si vieux, Fort Boyard ? Oui. Déjà que moi je suis plus jeune, quoi. Elle s'occupe de tigres pendant les 2 mois de tournage de l'émission, puis les ramène chez leur dresseur, Thierry Leportier, avec qui elle travaille. Elle a également travaillé pour le cinéma, notamment, waouh, la classe sur les films Gladiator, Deux frères et l'Odyssée de Pi. Hors des tournages pour l'émission Fort Boyard, elle travaille pour le parc du Puy du Fou en Vendée. Ah bah oui, forcément. Voilà, ouais, donc elle ne tourne pas que des têtes de tigre dans le Fort Boyard. Voilà. Bah, à la fois, tu sais, c'est un peu ce qu'on lui souhaite, quand même. Et c'est une passion comme une autre. Écoute, non, mais c'est vrai, attends, c'est génial. L'avenir me dira si ce passage reste dans le podcast ou s'il faut faire un peu de coupe pour raccourcir les choses, parce que c'est peut-être pas le plus intéressant, mais en même temps, les gens se demandaient peut-être et maintenant ils savent. Je pense qu'ils brûlent d'impatience de savoir maintenant. Au moins. Non, mais vraiment... alors attends, c'était quoi déjà le truc ? C'était de dire, est-ce que j'ai envie d'autres envies professionnelles après ces 5 ans d'artisanat. D'autres envies, bah voilà. Je pense que, tu vois, si je devais me reconvertir dans la tête de tigre, ça pourrait être une idée. Ok. Ça pourrait... Mais non, j'aurais trop peur de me faire manger, je crois. Écoute, tu vas pouvoir le prédire peut-être grâce à la prochaine question où je vais te demander où te vois-tu dans 5 ans ? Est-ce que tu te vois dresseuse de tigre ? Je ne me vois pas dresseuse de tigre dans 5 ans, mais dans 5 ans, moi je me vois bien toujours au même endroit, parce que l'endroit dans lequel on vient d'emménager est super et il est suffisamment grand pour pouvoir soutenir une croissance telle qu'on l'imagine. Dans 5 ans, tant qu'à faire, on dirait qu'on aurait atteint nos objectifs. Et puis qu'on aurait
fait des partenariats avec par exemple l'Opéra de Paris, avec le Grand Palais. Je dis ça comme ça, hein, je lance des perches un petit peu. Des institutions comme ça qui font rêver, puis peut-être des trucs aussi à l'international avec des trucs un peu inattendus. Ça peut être avec Fort Boyard par exemple, le savon. Franchement, si dans 5 ans je reviens te chercher et que tu me dis que t'as fait des savons tête de tigre en partenariat avec Felindra, chapeau. Le rêve. Ouais. Oh, le rêve. La boucle serait bouclée, quoi. Bon, en tout cas, comme pour tout le monde, je vais te remercier pour les réponses que tu m'as apportées, ta disponibilité, mais je vais aussi te remercier pour ta bonne humeur et le rire, parce qu'à chaque fois, c'est drôle d'enregistrer avec toi. Bah merci. Merci à toi d'avoir fait ce 5 ans après. C'est hyper intéressant comme exercice, parce que en fait, c'est un exercice qu'on fait pas souvent, justement de se poser et de se dire, ok, quel est le parcours réalisé depuis X temps. Alors là, c'est 5 ans, mais tu vois, tu peux faire les mêmes exercices avec 1 an, 10 ans. Et donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de le faire. J'ai sûrement oublié plein de trucs. J'ai sûrement insisté sur des trucs qui étaient pas forcément les plus importants. Tu penses ? Et je vois pas de quoi tu veux parler. C'est possible. Et mais bon, c'est une photographie aussi. Et peut-être dans 5 ans, du coup, on verra. Peut-être. On verra si ça a été réalisé là, tout ce qu'on a dit. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!